Le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a reçu hier une délégation de la communauté Peul. Le président de Tabital Poulakou, au cours de l'entretien, a affirmé qu'il n'y a pas eu ni de viol ni de violence envers les civils à Moura. Un seul titre pour ce journal. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. La communauté Peul est et reste républicaine et patriote. Elle n'a pas relevé, selon le président de Tabital Poulakou, de viol ni de violence envers les civils à Moura. C'était au cours de la rencontre hier entre une délégation de la communauté Peul et le Premier ministre. Le chef du gouvernement a donné des assurances quant à l'établissement des cadres d'échange pour évoquer les questions de sécurité. Aloussine Touré. C'est en vue d'échanger sur les questions de sécurité en général et les derniers événements survenus à Moura que le chef du gouvernement a tenu à rencontrer la communauté Peul pour expliquer le déroulement des événements et les mesures prises par le gouvernement. Nous avons décidé au niveau du gouvernement de 2 à 3 choses. D'abord, expliquer ce qui s'est passé, donner la version du gouvernement. La deuxième chose, c'est d'ouvrir immédiatement une enquête. Et cette fois-ci, nous avons insisté avec le président, il faut que l'enquête aboutisse, qu'il y ait des résultats de l'enquête. Il ne suffit pas d'ouvrir, mais il faut qu'il y ait des résultats. Il y aura une équipe qui va aller, il y aura des militaires, des civils, des procureurs et tous les éléments. Et rien ne sera caché pour que la vérité soit suivie par les Maliens. La troisième, c'est de mettre un cadre d'échange. Il faut se parler. On ne peut pas laisser notre population nourrir seulement à la version des médias étrangers. C'est peut-être une insuffisance, mais je pense qu'il faut qu'on la corrige. Pour la corriger, il faut qu'on parle avec les leaders de la communauté Peul. Pour sa part, le président de Tabital Poulakou a tenu à exprimer de vive voix le rattachement de la communauté à la République et à l'État du Mali. Il a toutefois déploré des injustices et autres frustrations qui peuvent expliquer les actes de certains. Sans embâche, le président de Tabital Poulakou a reconnu que Moura est bel et bien un sanctuaire de djihadistes. Aussi, le président de la communauté Peul a affirmé qu'il n'y a eu aucune exaction de la part de l'armée dans cette localité. Nous ne pouvons pas être opposés à l'État. Non, pas du tout. Nous refusons qu'on nous donne des leçons de patriotisme. Nous refusons qu'on nous donne des leçons de morale patriotique. Personne au Mali ne peut prétendre être plus malien qu'un autre. Et je crois qu'il faudrait d'abord quelque part dans les esprits nettoyer et enlever ces complexes-là. Hier, nous avons eu une longue séance de travail avec nos parents de Moura, qui sont déplacés pour venir nous voir, qui nous ont expliqué de long en large comment les événements se sont déroulés. Il y a des accusations qui ont été portées contre nos forces de défense et de sécurité que je tiens ici à démentir. Elles sont fausses et sans fondement. On a dit que les forces de défense et de sécurité du Mali ont violé des femmes. Non, c'est faux, c'est archi faux. Et il n'y a eu aucun cas de viol de femmes. Ça, nous tenons à le dire. Et ceux qui l'ont dit, peut-être, ont leurs raisons particulières. Mais nous tenons à dire ici haut et fort qu'aucune femme n'a été violentée, qu'aucune femme n'a été violée. Le Premier ministre a relevé une identité de vie entre lui et ses interlocuteurs du jour sur les questions essentielles. Ce que je retiens de votre intervention, c'est 3 grandes conclusions. La première, vous avez le sentiment qu'on assimile la communauté Peul terroriste ou djihadiste, je crois à tort. La deuxième conclusion que je tire de votre intervention, c'est le témoignage plus qu'éloquent de sur ce qui s'est passé à Moura. Qui est précis, témoignage qui vient de ceux qui
en tout cas d'après les informations que vous nous donnez, de ceux qui viennent du terrain, qui ont vécu ce qui s'est passé, qui l'ont vu. Le témoignage aussi que Moura est un sanctuaire des mouvements terroristes. C'est pourquoi ce sanctuaire a fait l'objet de plusieurs mois d'observation et de renseignement. Je crois que les enquêtes qui sont en cours tiendront compte certainement de votre avis aussi, de ceux qui sont sur le terrain, parce que j'imagine que si une commission d'enquête va, la moindre des choses, c'est d'interroger plusieurs personnes qui ont vécu les faits. La troisième conclusion que je tire de votre intervention, c'est votre totale disponibilité à être du côté de la République et du Mali. Notre rôle en tant qu'État, c'est de faire en sorte que cette disponibilité puisse avoir un réceptacle où elle va se manifester pour aider l'État dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes conscients que la force militaire seule ne ramènera jamais la paix. C'est donc dans une atmosphère de cordialité et d'estime réciproque que les deux parties se sont séparées avec l'espoir de se retrouver très prochainement autour des questions qui intéressent la vie de la nation. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, était l'invité de la grande édition d'hier. Le ministre Diop est venu apporter des éclaircissements sur les sanctions illégales, illégitimes, injustes et inhumaines prises à l'encontre du Mali par l'UEMOA en dépit de la double notification qui lui a été faite par le Mali et la Cour. La Commission et la Conférence n'ont pas daigné exécuter l'ordonnance qui est l'application immédiate et insusceptible de recours. Écoutons le ministre Diop sur le plateau de Nyanya Aliou Traoré. Monsieur le ministre, pour faire simple, dites-nous pourquoi vous êtes là ce soir, pourquoi vous voulez vous adresser aux Maliens et que comptez-vous faire, ou du moins le gouvernement, après ce communiqué? Je crois que le premier point, c'est d'abord de prendre l'opinion nationale et l'opinion internationale témoin pour qu'on comprenne que ce qui est en train de se jouer, ce n'est pas le droit. Parce que cette institution qui est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comme toutes nos institutions qui sont bâties sur la règle de droit, qui ont d'ailleurs sanctionné le Mali sous le prétexte que le Mali n'aurait pas respecté des textes communautaires par rapport à la gouvernance, et voici que c'est le même Mali qui est sanctionné sur des bases qui ne sont pas légales. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, je crois que personne ne nous a écoutés jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est l'organe juridictionnel établi par notre propre organisation, qui saisit par le gouvernement du Mali pour examiner cette question, pour d'abord un sursis à exécution. Nous avons eu raison sur la forme, et maintenant, sur le fond, nous avons demandé une annulation. Je crois qu'à partir du moment où il y a cette décision, une décision de justice, si nous prétendons être dans un état de droit, et dans une organisation bâtie sur le droit, je crois que la première chose, c'est d'abord de se conformer aux décisions de justice. Vous vous imaginez que si c'était le Mali qui avait été sanctionné par cette institution et que le gouvernement n'est pas obtempéré, quel vacarme nous aurons eu au plan régional. Donc je crois que c'est pour d'abord indiquer qu'il y a une décision de justice qui a donné raison au Mali quand on a dit que cet acte était... Parce que ça a été une fabrication. Ça a été un montage parce que, nous l'avons dit et répété, la BCEAO, qui est l'organe monétaire de notre union, auquel le Mali a librement consenti son droit d'émission monétaire, ne peut pas faire cela. Parce que l'article 4 du statut de la BCEAO est extrêmement clair. Cet organe ne peut recevoir des directives ni des chefs d'État, ni d'un pays, ni d'aucun autre organe juridictionnel. Et justement, la BCEAO a reçu des instructions pour agir sur la base de critères politiques. Or, la BCEAO, les seules sanctions qui sont prévues par la banque, ce sont des sanctions basées sur des critères économiques.
et financier. Si un État manque un certain nombre de critères de convergence, on peut décider de lui retirer un certain nombre de financements. Donc je pense qu'on est allé à ce niveau et je crois qu'à partir du moment où on est dans cette situation, que le Mali a raison, et nous pensons que ces sanctions devaient être immédiatement levées par la conférence des chefs d'État parce que ce sursis là n'est d'ailleurs susceptible d'aucun recours. Et le deuxième argument, c'est d'indiquer que la CEDEAO elle-même qui a bâti ces sanctions économiques et financières par la fermeture des frontières, mais la fermeture des banques, la CEDEAO n'a pas de banque. Elle a utilisé le système de la BCEAO. À partir du moment où la Cour de justice dit que il faut stopper, même la CEDEAO devait lever cette mesure. Et je crois que ce n'est pas à ça que nous avons assisté et ces mesures sont maintenues injustement, ça affecte les populations et nous voulons dire d'ailleurs à toutes les organisations, que ce soit l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne ou d'autres qui disent que nous nous alignons derrière ces organisations. À partir du moment où ces organisations sont dans des postures qui sont illégales et que tout le monde crie partout que nous sommes dans un état de droit, c'est pour montrer le paradoxe et même quelque part l'hypocrisie par rapport à ce type de situation que le gouvernement du Mali a décidé de pointer du doigt, de dire que voilà, ces pays ne respectent pas, ces institutions ne respectent pas l'état de droit et nos populations sont injustement frappées. Et le Mali va continuer à utiliser de toutes les voies de recours pour obtenir l'application de cette mesure-là. Je crois que c'est ça aujourd'hui que nous voulons mettre en avant et aussi dire que même cette décision de la BCEAO, nous savons qu'il y a des donneurs d'ordre ailleurs. Nous les avons vus sortir récemment des bois pour donner des injonctions. Nous savons que notre pays est aujourd'hui puni et sanctionné pour ses choix politiques. Je crois que c'est ça l'enjeu majeur aujourd'hui, mais je crois que ce sont des arguments qui sont totalement fallacieux et le gouvernement a décidé aujourd'hui de s'assumer et de prendre tout le monde à témoin pour dire que ce qui est en jeu, ce n'est pas l'état de droit, c'est un acharnement contre notre pays et ceci n'est pas acceptable. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Voilà, à l'instant, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qui apportait des éclaircissements sur les sanctions prises à l'encontre du Mali par la CEDEAO. Suite aux affrontements survenus à Tamalat, Insinanan, Anderboukan, Nekar et autres, des populations affluent vers la capitale régionale. Ils sont aujourd'hui plus de 1000 déplacés installés à Menaka-Ville. 3 membres du gouvernement ont fait le déplacement pour apporter, au nom des autorités de la transition, soutien et assistance. Compte rendu, Mohamed Lamine Maïga. Une mission de 3 ministres envoyée par le chef de l'État arrivée à Menaka pour présenter les condoléances de la nation à la population éprouvée par les événements douloureux survenus dans la région ces derniers temps. Ces événements ont fait plusieurs victimes et des milliers de déplacés vers la ville de Menaka. Cette mission a été accueillie par les autorités administratives et traditionnelles de la région. Le maire, tout en rappelant les besoins et les difficultés que vive la population, a insisté sur le renforcement de la sécurité de la région. On voudrait, avec l'aide du Tout-Puissant et du gouvernement de la transition et avec la volonté du chef de l'État, nous mettre à l'abri de cette situation. Les ministres réaffirment leur soutien à la population éprouvée par ces événements douloureux. Ils promettent de prendre toutes les dispositions pour que la sécurité des personnes et leurs biens soit assurée. Nous avons vu une population résiliente, une population engagée derrière les autorités de la transition, malgré les difficultés auxquelles cette population est confrontée aujourd'hui. Elle reste déterminée à soutenir les autorités de la transition. L'État ne les a pas oubliés et l'État les soutient à hauteur de souhait au regard de ses possibilités, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan moral. La rencontre avec les autorités traditionnelles, la remise de vivres ont été aussi des moments forts de cette mission gouvernementale exceptionnelle conduite par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Les membres de la Confédération malienne de travail, CMT, et le syndicat national des commerçants détaillants exposants de la rue marchande et des foires du Mali, Sinako Dermaf, étaient face à la presse. Il s'agissait d'informer la population du district de Bamako du lancement de la 6e édition de la foire du Ramadan et celle du travail prévue du 16 avril au 8 mai 2022. Reportage Saloum Konati.
Informer la population malienne du lancement de la 6e édition de la foire de Ramadan, couplée à celle du travail prévue le 16 de ce mois, c'est l'objectif de cette conférence de presse. Organisée par la Confédération malienne du travail CMT et le Syndicat national des commerçants détaillants exposants de la rue marchande et des foires du Mali Sinaco Dermaf, l'initiative vise à rendre disponibles sur place tous les produits dont le consommateur a besoin à un prix compétitif. La foire du Ramadan se tient à un moment où notre pays se trouve à la croisée des chemins. Et il est évident que chaque Malien et chaque Malienne, dans son activité régalienne, devrait jouer sa partition pour pouvoir sortir le Mali de cette difficulté. Placée sous les signes de la refondation au travail, cette année, la foire de Ramadan se tient à l'ACI 2000 du 16 au 8 mai. Les 5 éditions ont été des meilleures et qui nous a même permis d'aller vers la foire internationale du travail au lieu de la foire nationale du travail. Donc la dernière édition a été la foire internationale du travail. Donc nous avons vu la participation de l'ensemble de la sous-région et aujourd'hui nous sommes très heureux de les recevoir encore, mais nous demandons à la population de mieux encourager ceux qui viennent d'ailleurs par leur propre mobilisation. Le secrétaire général de la Sinaco Dermaf, Cheikh Diallo, a demandé à la population du district de sortir massivement pour faire un tour à la foire de Ramadan. En 5e région, une trentaine de jeunes non scolarisés et déscolarisés, non scolarisés en fin de formation professionnelle et d'éducation aux droits de l'homme et la démocratie à l'école technique Saint-Joseph de Sévaré ont reçu leur attestation. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet autonomisation des jeunes du centre financé par la MINUSMA à plus de 139 millions de francs CFA. De Mopti, Daouda Diakité et Suleiman Tepsouké. Cette formation professionnelle et d'éducation aux droits de l'homme et la démocratie portée par l'école technique Saint-Joseph de Sévaré a concerné une trentaine de jeunes déscolarisés et non scolarisés de la région de Mopti. Ces jeunes qui sont venus de 10 communes ont été formés dans des métiers à fort potentiel de revenus qui sont l'électricité photovoltaïque, la construction métallique, la mécanique moto et la menuiserie bois. À cela s'ajoute la sensibilisation aux droits de l'homme, à la démocratie et à la citoyenneté. Je suis très heureux parce que j'ai trouvé que maintenant je vais gagner ma vie. J'ai trouvé mes matériels que je vais travailler et puis chercher les jeunes comme moi, mes frères et mes sœurs, pour aider tout le monde. On est qu'à travailler ensemble pour développer. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet autonomisation des jeunes du centre, financé par la MINUSMA à plus de 139 millions de francs CFA. La crise multidimensionnelle que traverse le Mali a énormément affecté les populations civiles et les jeunes en particulier. C'est dans cette optique que ce projet a été initié par la MINUSMA pour contribuer positivement à la résilience et aux conditions socio-économiques des jeunes du centre du Mali. À vous, récipiendaires, soyez très compétents dans ce qu'on vient de vous apprendre pour que vous soyez indispensables dans la société mopticienne et au-delà, dans l'ensemble même du Mali. La cérémonie a pris fin par la remise des kits de travail et la visite des ateliers d'apprentissage. La cellule de coordination sectorielle de lutte contre le VIH-Sida du ministère de la Sécurité et de la Protection et ses partenaires ont organisé une journée de sensibilisation au groupement mobile de sécurité GMS. Objectif, sensibiliser 500 éléments de la police malienne sur la prévention du VIH et d'autres maladies. Reportage Saloum Konati. Chaque jour, on recense plus de 760 nouvelles contaminations et seulement 2,6 millions des 5 millions de porteuses du virus suivent un traitement selon les statistiques. C'est pourquoi la cellule de coordination sectorielle de lutte contre le VIH-Sida du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, en partenariat avec la MINUSMA et l'ONG ASDAP, ont initié cette journée d'information, de sensibilisation et de dépistage à l'endroit des forces de sécurité et de leurs dépendants. Les populations considérées comme particulièrement vulnérables sont les migrants, les camionneurs, leurs apprentis, les vendeuses ambulantes, les porteurs d'uniformes, les prostituées, les jeunes en milieu scolaire et extrascolaire,
les femmes en âge de procréer, la population carcérale. Notre organisation apprécie ce partenariat à l'effet d'accélérer la riposte contre le VIH, mais également à lutter contre les maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle. Ce cadre de sensibilisation a été l'occasion pour 500 éléments de la police nationale d'être outillés sur les techniques de prévention du VIH-Sida et d'autres maladies telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Cet après-midi, nous nous retrouvons au groupement mobile de sécurité pour le lancement de cette campagne de sensibilisation et de dépistage. Les activités se dérouleront dans toutes les unités de police et ceux de la protection civile, non seulement à Bamako et dans les capitales régionales. Le contrôleur général de la police, Chekne Makasuba, remercie les membres de la cellule sectorielle de lutte contre le sida du ministère de la Sécurité et de la Protection civile ainsi que les partenaires techniques et financiers pour le financement de cette activité. À Son, un fils du terroir a remis des équipements médicaux au PMI central de la région. Ils sont composés de tables d'accouchement, de consultation, de microscopes, entre autres. La valeur du don est estimée à plus de 16 millions de francs CFA. Aïssata Saliou Maïga. Solidarité agissante envers la population de Son. C'est à travers ce don au bénéfice du personnel et des usagers du centre de santé de référence de la ville. Un don composé de matériels médicaux tels que des tables d'accouchement et de consultation, des lits d'hospitalisation, des microscopes et des agitateurs pour un coût estimé à 16 millions de francs CFA. Une œuvre humanitaire à l'initiative d'un citoyen de bonne volonté. J'ai entendu que beaucoup de femmes meurent pendant l'accouchement et beaucoup de malades se déplacent pour aller se soigner à Ségou ou à Kouchala faute d'équipement. Par cette action, le généreux donateur du jour répond à un besoin pressant vu le nombre de plus en plus croissant des usagers de cette structure sanitaire. J'ai vu l'engouement et ça m'encourage à faire plus. Je serai leur porte-parole à Bamako. Nous avons fait un don de 7 millions aux déplacés du Nord, à Sanji. Ensuite, nous avons organisé une nuit de Sangemo à Bamako. Si aujourd'hui on m'appelle pour dire que le même sommet-là est là pour donner des matériaux médicaux au centre communautaire de sang, ça ne m'étonne pas. On imagine alors le degré de soulagement du personnel, mais aussi de la population. S'il y a des difficultés et qu'un citoyen a eu l'initiative de venir nous aider, on ne peut que s'en réjouir. Si l'acquisition de ces matériels est une chose, l'entretien en est une autre. Un entretien qui ne fera pas défaut, rassure les bénéficiaires. À Gao, l'approvisionnement des populations en eau potable en cette période de chaleur constitue une des préoccupations des autorités régionales. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau fêtée le 22 mars de chaque année, les acteurs ont présenté la situation hydrologique de la zone et lancé les travaux de construction d'un forage. Rakia Toutouri. L'eau est source de vie, a-t-on l'habitude de dire. C'est avec cet esprit que les responsables de la direction régionale de l'hydraulique de Gao et leurs partenaires ont célébré la journée mondiale de l'eau cette année. Eau souterraine, rendre l'invisible visible, c'est le thème débattu à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'eau. La vie ne serait pas possible dans la région de Gao sans les eaux souterraines, puisqu'elles sont la principale source d'eau que nous utilisons non seulement pour la consommation humaine, mais aussi dans la production alimentaire, puisque 70% des prélèvements d'eau souterraine sont utilisés dans le secteur agricole selon la FAO. Cependant, elles sont confrontées à des fortes pressions dues à la pollution de l'environnement, à la baisse des niveaux d'eau et au changement climatique. Près de 51% de la population de Gao n'a toujours pas accès à de l'eau potable. À cela s'ajoute la situation encore plus critique des populations déplacées internes pour qui l'accès à l'eau est un défi quotidien. Ce moment a été mis à profit pour informer et sensibiliser les consommateurs sur les bonnes pratiques d'utilisation du liquide précieux. Les eaux souterraines
une ressource invisible dont l'impact est visible partout dans le monde. Leur exploitation, leur protection et leur utilisation durable seront essentielles pour la survie de l'homme et s'adapter aux changements climatiques et répondre aux besoins d'une population aussi croissante. Le second temps fort de la cérémonie était le lancement des travaux de réalisation d'un forage dans l'enceinte de la direction régionale de l'hydraulique. L'ASA était réunie pour parler de l'entrepreneuriat féminin et les dispositifs mis en place par l'État pour son accompagnement. Une manière pour elle de célébrer le 8 mars. La présidente de l'association Benkadi des femmes de l'ASA, Sangare Astan Kone, nous donne des détails au micro de Famoussa Magassa. Cette rencontre sur la thématique de la femme nous paraît importante à l'occasion de cette journée. L'objectif est de faire partager par les femmes leur expérience, leur savoir-faire et leurs bonnes pratiques. Notre cérémonie est l'occasion de rendre un vibrant hommage aux femmes chefs d'entreprise. C'est une première pour l'association d'organiser un tel événement. Le but est d'asseoir le leadership des femmes maliennes pour que cette dernière puisse porter la voix de l'entrepreneuriat féminin au niveau local, régional et même international. Ce qui est aussi très intéressant cette année, c'est d'avoir associé à cet événement nos deux structures phares d'accompagnement de l'entrepreneuriat féminin, le FAFE et la DNPM. Permettez-moi, au nom de l'association Benkadi Social, de remercier les différentes associations des femmes qui sont venues partager avec nous ces bons moments. En effet, je remercie nos plus hautes autorités pour leurs efforts immenses qu'elles ne cessent de déployer pour la promotion des femmes et les invite à hisser la problématique de l'autonomisation des femmes comme une priorité nationale. Et c'est ce qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.